tout le monde. Voici le début d'un nouveau programme organisé par la chaîne Alpes à l'Ato qui sous-tend dans ce titre une liaison culturelle entre deux continents, entre l'Europe et l'Asie centrale. Puisque c'est un début, laissez-moi vous présenter moi-même. Je m'appelle Laurence Déonat, je suis grande reporter et je suis une des amoureuses de l'Asie centrale. J'ai publié il y a quelques années un reportage sur le Kazakhstan qui, par plusieurs côtés, ressemble au Kyrgyzstan dont nous allons parler. Maintenant, je vous présente notre invitée, Laurence. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Elle est aussi une amoureuse de l'Asie centrale et elle vient de publier un livre sur le Kyrgyzstan. Qu'est-ce qui vous a tellement fasciné dans cette Et à travers ces lectures, j'ai découvert l'Asie centrale, et notamment le Kyrgyzstan. Oui, la Maillard, la grande aventurière, reporter. Une figure. Et cette semaine à cheval, sur ce tracé, bon, d'abord le fait d'être à cheval, je suis beaucoup montée à cheval à une période de ma vie, ça faisait 10 ans que j'avais plus vraiment de contact comme ça aussi étroit avec un cheval, donc ça, je pense que ça ravivait beaucoup d'émotions, et puis ce silence de passer des journées, c'est difficile quand on habite dans un pays dans la civilisation urbaine, de réaliser ce que ça représente de passer une journée entière, 12 heures pratiquement, sur un cheval, sans parler du tout. Parce qu'en fait, on était 4, et donc moi, j'avais un peu instauré ce rythme, j'avais besoin, je pense, de silence, et je pense que le fait d'être à cheval n'a pas été anodin, et le silence, ces paysages absolument extraordinaires, ce mode de vie quand on s'arrêtait le soir, on montait nos tentes, on échangeait 3-4 mots et c'était de nouveau le silence toute la nuit. Ça a été quelque chose d'assez particulier et qui m'a fait... Vous n'avez jamais ressenti tout ça? Non. Dans un autre voyage? Non, jamais. Jamais, parce que je pense que j'ai jamais voyagé dans un pays qui correspondait autant à mes aspirations profondes de nature et de solitude et de silence. Et puis cette expérience vraiment cette expérience, non seulement du silence, parce que bon, je sais qu'on peut faire des cures de silence, mais là, c'est à la fois le silence et le fait de passer autant de temps, je pense, avec un cheval. C'est un animal qui est extrêmement... qui a une sensibilité extrême et qui est très... au niveau énergie par rapport à l'homme, c'est un animal qui a une sensibilité très aiguë et très... Donc je pense que... Mais tout, le Kyrgyzstan, c'est les chevaux. Oui. C'est les immenses troupeaux de chevaux, si j'ai bien compris. Oui. Et la plupart des Kirghizes vous disent, moi, je suis né sur un cheval. Oui, Donc le cheval est extrêmement important, il
il est le vent, il est les montagnes, parce Ouais. qu'il faut rappeler que la Suisse et le Kyrgyzstan ont ça en commun, c'est les montagnes. Les montagnes. Et pas de pétrole, ce qui n'est pas le cas pour eux, mais ce qui est le cas pour le Kazakhstan, ouais. qui joue le Kyrgyzstan. Mais c'est vrai que les chevaux sont intimement liés à la vie des Kirghizes. Ils sont à cheval à à peine 2 ans, ils sont déjà à cheval avec leurs parents. Donc c'est pour eux, c'est tout. C'est un moyen de transport, c'est un animal familier, les juments donnent du lait. Donc c'est vraiment un animal central dans leur vie. Le lait qui se boit. Le lait de jument qui se boit pur ou qui se boit fermenté. Le koumous. C'est ça, exactement. C'est une boisson fermentée. Et c'est vrai que le nord du Kyrgyzstan, au niveau paysage, ça m'a beaucoup surpris, mais rappelle énormément la Suisse. C'est avec des immensités plus importantes, un peu moins de ponts électriques, un peu moins de pylônes, un peu moins de pylônes, de chalets de luxe. Mais c'est assez plus près de la vérité. C'est assez proche, ouais, très authentique. Et j'avais aussi beaucoup entendu parler du pays par le président d'une association suisse qui s'appelle Pamir Bridge et qui depuis 20 ans construit des ponts au Kyrgyzstan, un petit peu au Tadjikistan aussi, mais principalement au Kyrgyzstan. Il en est à son 100e pont cette année. 100e pont, ouais. Alors c'est des petits ponts, mais c'est en fait ça a été indispensable à la reprise de cette vie nomade. Il s'est rendu compte quand il était la première fois au Kyrgyzstan, je crois il y a 20 ou 25 ans, que énormément de pâturages très très fertiles, assez en hauteur, étaient pas du tout pâturés par les animaux, parce qu'il n'y avait pas d'accès, il n'y avait plus de ponts. Et il y en avait autrefois? Alors autrefois, il y en avait, évidemment, il y en avait, avant les années 30. Avant les communistes? Avant les bolcheviks plutôt? Ouais, avant l'arrivée des bolcheviks, qui avaient cette politique de sédentarisation. Donc évidemment, ils n'entretenaient pas les ponts, voire ils les ont détruits. Et donc ils se retrouvaient confrontés, il y a 25 ans, enfin, à partir de 91, de l'indépendance, ils se retrouvaient confrontés à ce problème d'accès. Et donc cette association a construit, a permis au Kyrgyzstan, au village, de reconstruire ces ponts de manière assez artisanale pour qu'ils puissent les entretenir eux-mêmes, sous le contrôle d'ingénieurs kirghizes. Donc tout ça était vraiment, cette association en fait amenait les fonds, mais ensuite il essaie vraiment... Et d'où viennent ces fonds pour cette association, pour le bridge? Build a bridge? Pamir Bridge. Pamir Bridge. Alors ils organisent des manifestations en Suisse chaque année. Au moment de leur assemblée générale, ils projettent souvent les films d'Ella Maya. Et donc ils parlent en même temps de leur projet, qui est aussi en fait, non seulement ils essayent d'établir des ponts matériels, mais aussi des ponts culturels entre les deux pays. Et notamment, c'est eux qui sont à l'origine de la première exposition de photos d'Ella Maya à Bishkek, au musée de Bishkek. Bishkek, la capitale du Kyrgyzstan. Il y a, je crois, une vingtaine d'années. Donc, c'est eux qui ont été à l'origine de cette exposition. Donc, ça a été un des premiers liens culturels de cette association qu'ils ont organisé. Suite à ça, ils sont beaucoup intervenus pour la construction de cette aile au musée de Karakol. Enfin voilà, donc il y a aussi beaucoup d'événements
culturelle entre les deux pays créée à l'initiative. Excusez-moi, est-ce qu'il y a d'autres pays, à part la Suisse, d'Europe, qui font un travail, disons, architectural et culturel à la fois, entre leur pays et l'Asie centrale? Réellement culturel, sans aucun aspect économique, j'ai pas l'impression. Ah ben, c'est beau. J'ai pas l'impression, et c'est très beau, et c'est très beau. C'est vraiment une belle association. Et espérons que cette association, Al-Alato, j'espère que je le prononce correctement, aura aussi autant de succès et touchera autant le public. Parce que pendant 70 ans, cette région du monde ne représentait pour nous qu'une grande tache grise sur la carte de l'Union soviétique, et on n'en savait quasiment rien. Or, je suis placée pour y avoir été, et je rejoins tout à fait mon interlocutrice, comme quoi c'est une région qui a une richesse culturelle, de musique, de danse, de costumes et de coutumes, tellement riche, et ça vaut la peine d'en parler et d'en reparler. Eh bien, comme la Suisse, qui n'a pas de pétrole, mais a des montagnes, il semblerait que le Kyrgyzstan prend le même chemin, avec un tourisme qui se développe de plus en plus. Est-ce vrai? Oui, absolument. Je pense pour deux raisons. D'abord parce que les Kirghizes sont de nature et de culture extrêmement accueillants. C'est quelque chose aussi qui est incroyable quand on voyage là-bas. Bon, moi j'y étais pour faire ce reportage, donc pour prendre des photos. On arrivait devant une yourte, on ouvrait la porte voir s'il y avait quelqu'un, et 5 minutes après on était installé avec le thé, le beurre, le pain, le koumous, comme si tout le monde nous attendait. Et tout le monde s'arrête, tout le monde discute avec vous. Enfin, ils ont vraiment une culture de l'accueil incroyable. Et puis le tourisme est leur principale richesse, contrairement au Kazakhstan qui a une richesse de gaz, de pétrole. L'Ouzbékistan a aussi du pétrole, et puis une richesse culturelle aussi au niveau des monuments. Avec Samarkand. Voilà, avec tout ce passé. Quand même ce passé architectural qui est extraordinaire. Et le Kyrgyzstan, alors ils ont quand même la richesse de l'eau. Beaucoup d'eau d'Asie centrale vient du Kyrgyzstan. Ah oui. Ce qui leur crée aussi des problèmes politiques avec leurs voisins. Mais le tourisme, je pense que le tourisme, ils ont bien pris conscience que c'était leur principale richesse. Donc ils le développent d'une manière, je trouve admirable, dans le respect de la nature, dans le respect de leurs coutumes, et en même temps avec l'accueil et le dévouement qui les caractérise. Après l'indépendance en 1991, quelles sont leurs relations avec la Russie ex-bolchevique, plus communiste? Alors, la langue russe reste en fait, je pense, la langue principale au Kyrgyzstan. Dans les écoles, les enfants continuent à apprendre le russe en plus du kirghize, mais la langue est restée.
ils ont des relations quand même économiques très importantes avec la Russie, dans la mesure où il y a une grande partie de la population active kirghize qui travaille en Russie, et donc qui ramène, qui renvoie les devises. L'opinion, moi c'est un peu ce que j'ai découvert et c'était un peu l'objet aussi de mon reportage, c'était d'essayer de découvrir quel était ce qui restait en fait de cette présence soviétique dans l'esprit. Très visible chez certaines de vos photos. Ouais. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est un moment de l'histoire avec un H majuscule et où du communisme au capitalisme, entre guillemets les deux, c'est la bascule. Oui, tout d'un coup, il y a eu cette bascule. Mais souvent, selon la génération en fait, des Kirghizes à qui vous posez la question qu'a représenté pour vous la présence soviétique, en fait, selon la génération, vous avez des réponses diamétralement opposées entre ceux, alors il n'y en a plus beaucoup, enfin il n'y en a même plus du tout qui ont réellement connu la sédentarisation, mais leurs enfants, la génération d'après, sont des gens aujourd'hui qui ont 70 ou 80 ans. Donc quand on leur demande de parler de leurs parents, pour leurs parents, ça a été une atrocité, la sédentarisation. Après, la génération suivante a une autre vision des choses, et puis les jeunes de 50 ans aujourd'hui, encore un autre... Enfin, selon les générations, il y a vraiment des... on sent que... Autrefois, 80% de la population était nomade. Ouais. C'est juste 80%. Ouais, je pense, je crois, j'ai entendu ce chiffre aussi. Donc ils ont voulu sédentariser. Et ils ont sédentarisé 80% de la population. Donc, c'est pas très difficile en fait. Ils ont confisqué les troupeaux, confisqué les terres, détruit les ponts. Ils ont ramené tout le monde dans les plaines. Ils les ont logés, ils ont construit des maisons. Et puis voilà. Donc, et puis après, ils ont construit des kolkhozes et ils ont en fait tous les nomades qu'ils avaient sédentarisés, ils les ont fait travailler dans ces kolkhozes, et donc toujours dans leur avec des troupeaux, mais évidemment avec une gestion soviétique d'élevage. On pourrait regarder quelques-unes de vos photos. Parce qu'après tout, c'est un livre de photos. Magnifique. Mais après, c'est vraiment important de réaliser qu'il y a quand même toute une partie de la population, alors une partie générationnelle en fait, les gens qui aujourd'hui ont 70 ou 80 ans, c'est-à-dire ceux qui avaient en gros 20 ans, 15 ou 20 ans au moment de l'arrivée des soviétiques, et qui eux ont vécu toute la sécurité, que ce soit la sécurité de l'emploi, la sécurité au niveau soins médicaux, au niveau enseignement. Cette génération-là, pour eux, l'indépendance en 91 a été un drame. Ah ben, justement, j'ai rencontré exactement la même situation. C'est vraiment très, très... Arrivé dans les villages où il n'y avait plus de petit hôpital, où il n'y avait plus de maison des artistes, ouais, où il n'y avait plus d'école, eh bien, je peux vous assurer que cette génération vraiment a été déchirée par ce changement. Ah mais oui, ça a été... il faut quand même savoir que c'est
grâce aux soviétiques, il y a eu 100%, enfin 100% des enfants qui étaient scolarisés. L'école obligatoire pour les filles. Parlons quand même de l'islam. C'est un pays musulman. Oui. Les talibans, les islamistes rôdent. Oui, ils sont pas loin. Oui. Dans la région, ils sont pas loin, comme vous le dites. C'est un euphémisme. Ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Et quelle est leur influence actuellement? Est-ce qu'on la sent? Alors, bon, moi c'est la première fois que j'allais dans le pays. Cet ami, donc Bernard Repon, qui a Pamir Bridge, qui voyage là-bas depuis 25 ans, lui, il est terrifié parce que quand il allait les premières fois, il n'y avait pas de mosquée, ou il y avait une mosquée de temps en temps. Là maintenant, vous avez des tout petits villages, des villages de peut-être des petites villes de moins de 1000 habitants où il y a 5 mosquées. C'est la même chose. Alors il y a une espèce de contraste, enfin, je trouve, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, Oui. entre les Kirghizes, voilà, qui sont très attachés à leur religion, mais sans aucun fanatisme particulier. Et puis ces espèces de mouvements qu'on sent, alors peut-être que les étrangers le sentent plus, je sais pas, on est peut-être plus sensibilisés parce qu'on est peut-être plus sur la défensive, mais on sent quand même cette mouvance islamiste, mais d'ailleurs qui arrive, alors on dit d'Arabie Saoudite, que les fonds arriveraient d'Arabie Saoudite, des pays du Golfe, et qui a cette espèce de poussée, bon voilà, avec effectivement la population, comment est-ce qu'elle sent cette... Moi, j'ai pas eu le sentiment... Enfin, il n'y a aucune chance, à votre avis, qu'ils partent dans cette mouvance. J'ai senti, j'ai absolument senti aucune idéologie et aucune volonté de partir dans ces mouvements. Ça c'est clair. Oui. Ça c'est clair. Il y a, ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est que on n'a pas tellement le sentiment, il n'y a pas vraiment de conscience du risque. Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti. Maintenant, j'ai très peu voyagé en ville, j'ai voyagé beaucoup dans les... Mais j'ai pas... j'ai ressenti aucune volonté, absolument aucune volonté de partir dans ces mouvances, mais pas non plus tellement la conscience du risque que ça pouvait représenter. Est-ce que la poésie est toujours vénérée, oui, comme dans tous ces pays? Ah oui, la poésie, le chant, ce qui est assez lié, parce qu'en fait, il y a beaucoup de poèmes chantés. Pour moi, le chant des femmes, c'est extraordinaire. Ouais, la voix des femmes. Viscérale, est tellement... Ça, c'est quelque chose je pense que c'est peut-être ce qui donne à ce pays ce côté aussi apaisant. Et je me souviens tous les soirs quand on s'arrêtait, Nourali, avec qui je voyageais, sortait son instrument, il jouait, il chantait. Et c'est à la fois très fort et très apaisant, et alors la voix des femmes est absolument extraordinaire. N'est-ce pas? Extraordinaire. C'est vraiment unique. Ouais, c'est quelque chose de très particulier. Et pour les étrangers, je crois que c'est quelque chose qui les attire beaucoup. Mais c'est vraiment là, c'est vraiment une différence. C'est vraiment un pays qui est... eux et nous. Des voix comme ça, on n'en trouve pas chez nous. Non, c'est quelque chose de fantastique.
Et vraiment, ils ont vraiment cette volonté de partager toute cette culture. C'est vraiment... on sent une... ce qui est fantastique, c'est qu'on sent une envie de s'ouvrir aux autres, de faire partager leur pays, leur culture. Mais on sent pas, moi j'ai pas tellement senti cette volonté comme dans d'autres pays qui se sortent des mêmes situations de colonisation ou d'invasion. On ne ressent pas la volonté de quitter le pays pour aller voir ailleurs. Pour aller économiquement, c'est-à-dire vous avez économiquement il y a des gens qui évidemment qui ont quitté le pays à un moment donné parce que pour des raisons politiques, comme le Kazakhstan, je crois, 5 présidents en quelques années. Donc il y a eu à ce moment-là des comme vous le racontez du Kazakhstan. Mais il n'y a pas... Aujourd'hui, les jeunes, on sent qu'ils veulent développer quelque chose dans leur pays, notamment au niveau touristique, et beaucoup aussi développer, maintenant, ils cherchent beaucoup à développer le tourisme hivernal, parce qu'ils ont des pistes de ski. Alors, surtout des possibilités de ski de randonnée magnifiques. Ils n'ont pas beaucoup, enfin il y a une station de ski avec des installations, mais justement ce qu'ils ont de fantastique, c'est des vallées entières qui ne sont absolument pas développées en ski. Ça doit être d'une beauté. Et c'est enfin j'imagine, moi je les ai vus en été, mais j'imagine en hiver avec pas un poteau de remontée mécanique, de rien du tout. C'est des environnements de ski de randonnée, de raquettes, qui sont... ils ont vraiment cette volonté. Enfin, je rappelle au public que cette conversation est une première de la part de l'association Alato, j'espère que je prononce bien, dont le but est de rapprocher différentes cultures, c'est-à-dire la Kirghize et la Suisse. Je répète que du temps des Soviétiques, le Kyrgyzstan est resté pendant 70 ans sous la botte des Soviétiques et que, comme disait Laurence, ils sont un peu perdus. Que faire quand pendant 70 ans, on n'a pas eu d'individualité? Ça ne doit pas être facile. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on aide des pays comme ça pour qu'ils nous apprennent aussi à vivre et à survivre. Parfois, nous sommes des enfants gâtés. Mais quand on voit ces gens, comme dit Laurence, leur hospitalité, leur sourire, leur chaleur, eh bien, je préfère être sous une yourte que dans un autobus à Paris. Au revoir, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez été intéressés par cette conversation, par cet échange. C'est l'échange qui empêche la guerre, qui construit la paix. Et c'est ce que notre association veut faire. Merci.